Les previews, la présentation de chaque équipe du championnat, une par jour pendant 2 semaines. 6e épisode, on arrive presque à la moitié. Et l'indice d'hier concernant la RAM faisait évidemment référence à l'aviron bayonnais. Avec moi pour en parler, Pablo Ordas, notre correspondant au Pays Basque. Salut Pablo. Salut Baptiste. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va très très bien. Bon, l'aviron bayonnais qui était promu surprise a réalisé une saison au-delà de ses attentes. Ouais, tout à fait. L'Aviron Bayonnais en fait a fait un très très gros début de saison. On peut dire qu'ils ont été portés par le titre de champion de France de Pro D2 qui à la dernière seconde grâce à la pénalité de Bustos Moyano. Et ensuite, ils ont aussi profité de la Coupe du Monde, c'est indéniable. Ils ont surpris pas mal d'équipes puisqu'ils font un début de saison canon, ils gagnent au Racing d'entrée. Et je pense que cette victoire les a boostés pour le début du championnat, oui. Et rapidement, ils n'ont même pas eu que cet effet Coupe du Monde, il y a eu aussi un effet surprise, parce que je crois que de la 3e à la 6e journée, ils font 4 victoires consécutives, dont une à Agen, voilà, qui n'était pas censée être une équipe handicapée par le mondial. Ouais, tout à fait. À Agen, je me souviens, les Bayonnais font un très gros match. En fait, ils font surtout une très grosse première mi-temps avec du jeu débridé. En fait, tout leur réussissait. Il y a cet essai de Shane Robinson, si je me trompe pas, qui est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux essais de la saison. Et vraiment, d'entrée, les Bayonnais ont marqué des points et se sont vite retrouvés en fait en tête du classement. Il y avait des changements aussi dans le staff, dans l'organisation de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça un petit peu? Ouais, Vincent Etcheto, qui avait terminé son aventure à l'Aviron Bayonnais, en fait, a laissé la place à Rémi Ladoche, pardon. Et ouais, donc petit à petit, le jeu s'est mis en place. Les Bayonnais vraiment qui ont surfé sur une belle dynamique et ça leur a permis d'acquérir des points très très rapidement. C'était quand même assez bizarre, cette passation entre limogé d'un entraîneur, même si c'était prévu depuis longtemps, mais limogé d'un entraîneur champion, c'est un cas quasiment unique. Ouais, je sais pas si c'est un cas unique, mais Vincent, je crois, arrivé à la fin de son contrat. Il a été rapidement mis au courant en fait que l'aventure continuerait sans lui, puisque je crois que c'est au mois de décembre pour Noël en fait qu'il avait annoncé qu'il Exactement. continuerait pas l'aventure. Et donc, je pense que les joueurs n'ont pas été non plus surpris, puisque c'est pas quelque chose qui s'est fait au dernier moment. Et donc, naturellement, Rémi Ladoche est arrivé dans l'effectif. Ouais. Mais ensuite, on peut dire que l'Aviron s'est un peu dispersé, un petit peu comme Agen, avec la Coupe d'Europe. Et il y a eu une longue période de mi-septembre à mi-janvier sans gagner un seul match. Comment ont vécu les joueurs, comment ont vécu le club à l'époque? Ouais, la suite a été plus compliquée puisque donc les Bayonnais surfaient sur une superbe dynamique, mais je me souviens que Yannick Bru a toujours martelé la suite va être compliquée, la suite va être compliquée. Je pense qu'il le savait et il a eu raison en fait, puisqu'il y a, si je me souviens bien, il y a un match à Toulouse fin novembre ou début décembre où les Bayonnais en fait prennent 2 cartons rouges, c'est Louamanou et Tao Fifinois qui prennent des cartons rouges. Ils perdent Antoine Batut qui est quand même le capitaine indiscutable de l'équipe. Et ensuite, à partir de là, ça a été plus difficile pendant l'hiver. Contre tous les concurrents directs à domicile, ils n'ont pas réussi à gagner. Ils font un match nul contre Brive dans des conditions très très compliquées. Ils perdent contre Pau. Ils perdent contre Agen en toute fin de match, alors que là, les conditions étaient quand même plus favorables. Et donc, petit à petit, l'Aviron en fait, a dégringolé au classement. C'est ça, donc c'est 10 matchs sans gagner, dont un match nul au milieu, mais ce match nul à domicile contre Brive n'était évidemment pas une bonne opération. Euh, on en parlait dans la saga cet été. Le club a un objectif d'être dans le top 6 d'ici 3 ou 4 ans. C'est très ambitieux quand même quand on voit toute la concurrence qu'il y a, avec tout le respect qu'on a pour l'historique du club. Ouais, c'est ce que Philippe Taïeb déclarait dans la saga cet été. Il aimerait viser ce classement à 3 ou 4 ans. Bon, c'est un classement qu'il aimerait viser si le budget suit avec. Donc, c'est vraiment un projet sur du long terme. Il ne souhaite pas non plus viser le top 6 la saison prochaine, mais c'est sur du long terme. D'accord, très bien. Pour clore cette partie sur la saison passée, je vais te citer tous les joueurs qui ont quitté le club et tu me diras pour toi qui va le plus manquer. Donc il y a Sentus Johnston, Higuinis, Lamotte, Van Lille, Jolac, Maka, Batut, Collet, To, Kioster, Sobus, Tisseron et Twikouvou. Alors pour toi, qui va manquer? Ouais, il y a plusieurs profils différents. Je sais que devant, en première ligne, bon, il y a Red Seguinis qui était au club depuis 15 ou 16, 15 ou 16 ans, je ne sais plus exactement, mais depuis de très très longues années. Il va manquer, je pense, dans l'ADN du club, parce que c'était un historique, c'était un Basque, un garçon du coin qui représentait vraiment les valeurs de l'aviron. Johnson qui a fait qu'un an, mais malgré ses 39 ans, il a rendu de bons et loyaux services dans la mêlée. Je sais qu'au talent aussi, Maxime Lamotte, qui est reparti à l'UBB, a fait une très très belle saison. Le dynamisme risque de manquer, même si Luigi va être là pour le remplacer, on en parlera après, j'imagine. Antoine Batut, le capitaine aussi, qui, même s'il intègre le staff, son expérience et sa science dans les airs va manquer. Et ensuite, derrière, je pense Julien Tisserand qui pouvait jouer derrière, à l'aile ou à l'arrière.
qui est un garçon formé au club aussi, qui est parti vers un nouveau défi à Montpellier. D'accord. On sent tu disais, il y a des joueurs qui étaient là depuis longtemps et qui restent au final dans le club, dans le staff. Il y a une vraie continuité, avec une volonté d'être dans la continuité à Bayonne. Ouais, Antoine Batut, du coup, qui a décidé de raccrocher les crampons, qui a intégré le staff pour être en charge de la touche. Je sais que normalement, un Red Signis doit avoir un rôle d'ambassadeur du club auprès des plus jeunes de la formation du Pays Basque. Donc, il restera aussi dans les parages à l'aviron. Donc, je pense que c'est une volonté du club de construire avec des garçons comme ça. Très bien. On passe du coup au recrutement, aux recrues et aux joueurs qui rejoignent le club. On va en parler beaucoup de Paris. Alors, il y a Nixon, Ugugia de Clermont, Yukpaï du Stade français, Manoukoula, Usaraga, Pérezé, Rabouvou, Germain. Quel nom tu retiens? On peut faire un petit tour de tous ces joueurs si tu veux. Oui, Bon, bien sûr, on peut pas. c'est, Ça sur tout le c'est, monde. Ils sont tous intéressants. c'est un pilier de base qui est doté d'un gros gabarit, d'un beau gabarit. Il doit faire ses preuves puisqu'il va découvrir un nouveau championnat. Il est encore jeune puisque je pense qu'il a 22 ou 23 ans si je ne me trompe pas. Bon, Ludia, tout le monde le connaît, il vient de Clermont, donc lui il va apporter vraiment des garanties dans les phases de combat, dans la touche, dans la mêlée. Ouais, c'est une vraie belle pioche pour le coup, parce que voilà, en championnat, on sait que c'est une valeur sûre quand même. Ouais, tout à fait. Je sais que Yannick Bru avait besoin d'un garçon comme ça devant pour amener de l'assurance parce qu'en fait, à côté, il y aura des piliers assez jeunes. Je ne sais pas si on en parlera après, mais que ce soit à droite ou à gauche, les piliers sont très très jeunes. Donc, je pense que John Lugia va vraiment amener de l'assurance en mêlée. Tu peux en parler si tu veux de ces jeunes piliers qui pourraient encadrer par Ojudia. Ouais, ben à gauche, on aura du coup Hugo Boniface qui est bon, champion du monde du vin qu'on connaît, mais qui est encore jeune. Il y aura sûrement à droite, il y a Luc Mousset qui a 24 ans, je pense. Thomas Toffa qui a 24 ou 25 ans, je ne sais plus exactement, mais qui est quand même jeune pour le poste. Il y a Swan Cormeunier qui vient de Fédéralune, qui a déjà fait un an l'an dernier, mais qui reste un pilier jeune, tout comme Jean-Baptiste Declercq. Donc vraiment, les piliers sont très jeunes. Mais Joël Rey en parlait dans la saga, il disait cette année, nos piliers doivent franchir un cap. Et notamment, du coup, les talonneurs qui sont expérimentés, puisque que ce soit Delonca ou Lugia ou Van Jasveld ont plus de 30 ans, donc ils doivent amener de l'expérience. Très bien. Ensuite, Ensuite, au niveau Yukpai. des. Ouais, Yukpai, bon, qui vient du Stade français, lui, pareil, il va amener de l'expérience, de l'assurance dans les airs. Il peut jouer deuxième ou troisième ligne, donc c'est intéressant. Ensuite, on a Manoukoula, donc sa densité va être précieuse aussi dans le 5 de devant. En troisième ligne, ensuite, si je ne me trompe pas, il y a Sirou Saraga qui vient du Biarritz Olympique. Ouais. Alors pour lui, ça va être l'objectif, ça va être de découvrir un nouveau championnat puisqu'il a joué en Pro D2, il a même joué en Fédéral 1 avec Albi. Et donc là, c'est le grand saut, c'est le top 14, voir s'il peut s'adapter ou pas à ce niveau de jeu. Une progression constante pour lui un peu du coup. Ouais, parce Saraga était en Pro D2, en fait, il a été formé au BO. Il Ouais. a fait ses premiers matchs avec les professionnels avec le Biarritz Olympique et il est parti pendant un an à Albi. Et ensuite, le BO est allé le récupérer, il a refait ses armes au BO et l'aviron ensuite est allé le chercher. C'est un sujet sensible quand on peut en parler un petit peu, mais ces joueurs qui partent de Biarritz à Bayonne, inversement, il y a pas une certaine austérité autour. Bon, ça peut arriver, oui, des fois, il y a des petits chambrages, je pense, pour les joueurs qui passent d'un côté ou de l'autre, mais c'est plutôt bon enfant, c'est une bonne guerre entre les deux clubs. Très bien. Et là, on passe ensuite à deux paris que l'aviron Bayonne a tenté. On va commencer avec le jeune Pérezé. Ouais, Isaiah Pérezé qui vient du rugby à 13. Donc lui, il sort d'une saison un peu compliquée puisqu'il a eu des déboires extrasportifs puisqu'il s'était fait arrêter en possession de drogue. L'Aviron a fait le pari de le recruter. Il a été innocenté, donc ils ont fait le pari de recruter ce joueur. Ça sera un pari. Je sais que c'est un des gros potentiels du rugby australien. Pardon. Il avait été sélectionné, il avait été retenu, je crois, par Michael Sheika il y a 2 ou 3 ans pour une tournée avec les Wallabies. Il n'avait jamais joué, mais juste il était dans le groupe. Il a été international chez les U20 australiens, donc c'est un gros potentiel pour son pays. À voir s'il arrive à s'adapter au Pays Basque et à revenir à 15. Et le second, j'imagine, donc tu parles de Jora Vuvu, c'est ça? Exactement, exactement. Jora Vuvu, qui du coup, lui, est international à 7 néo-zélandais. Bon, il s'est fait un an sur le circuit du Seven et pareil, donc lui il va vouloir revenir à 15, voir s'il arrive à s'adapter. Mais si les deux arrivent à s'adapter, ça pourrait être vraiment intéressé pour l'aviron et même pour le top 14 en général, pourquoi pas. Bien sûr. Et c'est toujours le défi un peu avec ces joueurs qui viennent du 13 ou du 7. C'est un peu tout ou rien souvent quand même. Ouais, c'est ça, c'est tout ou rien. En plus, ils vont découvrir un nouveau pays, C'est une vrai. nouvelle ambiance, un nouvel environnement qu'ils connaissent pas. Donc, à voir ce que ça donne. Je sais que Yannick Brum disait que prendre ces deux joueurs ont quand même un bagage à 15, ils débarquent pas Oui, dans l'inconnu. ils ont une Ça sera expérience à plus 15. Ouais. une réadaptation qu'une nouvelle adaptation. Très bien. Et pour clore du coup ce recrutement, Gaëtan Germain, très connu des championnats de top 14 et de Pro D2.
Ouais, Gaëtan Germain qui avait été meilleur réalisateur de Top 14 en 2013, je crois. Et lui, il doit apporter vraiment de la fiabilité au pied que ce soit dans son jeu au pied de déplacement ou face au perche, puisque c'est un buteur aguerri. C'est quelque chose dont le staff bayonnais avait besoin, donc ils ont fait le choix de recruter Gaëtan Germain. D'accord. On passe du coup à la thématique suivante, l'effectif. Alors pour toi, quand on prend tout en compte sur ces joueurs bayonnais, quel sera le point fort et quel sera le point faible de ce club cette saison? Je sais que c'était un des points faibles l'an dernier. Les Bayonnais n'étaient pas assez tueurs près des lignes, en fait. Souvent, ils ont eu des occasions, ils ont briqué, mais à chaque fois, il manquait un petit truc vraiment pour marquer les essais près de la ligne. Et c'est pour ça, en fait, notamment que l'Aviron a recruté les deux facteurs X que sont Djoura Vouvou et Isaiah Perezé. C'est vraiment pour essayer d'apporter ce petit plus pour scorer plus souvent dans les temps forts. Et ensuite, peut-être au niveau d'un point fort, je pense que ça serait peut-être la touche. Il y a un garçon comme Guillaume Ducat qui devrait exploser d'ici peu. Il a été retenu l'an dernier dans le groupe France, même s'il n'a pas encore joué. Il y a Mariano Galarza qui est un joueur expérimenté en touche. Il y a Luke Pyle qui arrive, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a Cyrus Saraga qui peut sauter en touche. Il y a aussi le jeune Baptiste Egui qui est sauteur. Donc, même si les Bayonnais ont perdu Antoine Batut à l'intersaison, puisqu'il a raccroché les crampons, je pense qu'ils auront de sérieux atouts à faire valoir en touche pour ensuite avoir plus de ballons et proposer plus de jeux. Peut-être un des points faibles de l'équipe, ça pourrait être qu'il n'y a pas de véritable de star. Il y a des certitudes à beaucoup de postes, mais on a l'impression qu'il n'y a pas un joueur au-dessus du lot, même si on a des incertitudes avec Pérez et Rabouvou. Mais si on met ces deux joueurs de côté, on n'a pas vraiment de joueurs vraiment au-dessus du lot. Ouais, il n'y a pas de star, mais je crois que ce qui avait fait une des forces de l'Aviron l'an dernier, c'était vraiment une homogénéité dans le groupe. Après, si on peut citer une star, ça serait peut-être Jean Rubaud, puisque je sais qu'à Bayonne, il est vraiment reconnu et c'est un peu un des idoles des Bayonnais. Mais oui, c'est qu'il n'y a pas non plus de grandes stars, mais c'est peut-être ce qui avait fait la force de l'Aviron l'an dernier, d'avoir des joueurs plutôt au même niveau qui arrivent à se tirer la bourre entre eux pour donner le meilleur au niveau de l'équipe. Alors pour exprimer ce côté certitude un peu à tous les postes, je vais te donner le 15 probable qu'on avait dessiné cet été dans la saga de Bayonne, dans le milieu olympique. Alors Mhm. ce 15, c'est en première ligne Boniface Ougoudia Moussé, en deuxième ligne Galarza Ducat, en troisième ligne Moribo, le capitaine, avec Tao Fifenua et Luamanu. La charnière Rouette Lafage, aux ailes Duo et Ravouvou, au centre Muscarditz ou Barthélemy et Alofa en 13, pardon, et Germain à l'arrière. Voilà. C'est c'est des valeurs sûres à tous les postes quasiment et pas de star comme on le disait. Ouais, avec quelques jeunes qui montent, comme Payet Moussardis, qui maintenant est quand même connu, mais il a que 24 ans, donc il y a de quoi faire, je pense, dans cet effectif. Après, il faudra le montrer sur le terrain. Et voilà, on peut ajouter peut-être aussi au centre Pérezé qui, en U13, on imagine, aura cette capacité à percuter dans l'axe. Ouais, Voilà. tout à fait. Faut voir ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il va s'adapter bien ou pas au championnat français? Alors, parmi ces joueurs, ou même en dehors, parmi les remplaçants, est-ce qu'il y a pour toi un jeune joueur ou un joueur moins connu qui pourrait exploser aux yeux du grand public cette saison? Ben, au-delà de Pérez ou Ravoux dont on a déjà parlé, je pense peut-être à Baptiste Egui qui est quand même connu, même s'il est encore jeune. Il est de 1998, il a été international chez les U20 dans la génération qui a été championne du monde. Et c'est un garçon qui est quand même intelligent, il est sauteur en touche, il est très bon ballon à main. Et je pense que tôt ou tard, Baptiste Egui, on devrait entendre parler de lui. D'accord, très bien. Donc on passe à l'avant-dernière thématique, celle qui concerne l'état d'esprit. Alors toi qui échanges un peu avec ces Bayonnais, comment tu les sens depuis ce début de saison et quelle sera l'ambition du club pour cette année? Bon, les Bayonnais, quand on leur demande leur objectif cette année, ils nous disent donc c'est de bien figurer, de montrer une belle image de l'aviron. C'est le discours qu'ils tiennent depuis maintenant 2 ou 3 ans. Au-delà du maintien, quelque part, puis, Ils espèrent. Après, est-ce qu'ils visent plus haut? Je sais pas. Je sais que là, au niveau des matchs amicaux, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou on peut en après. parler maintenant, bien sûr. Ils ont eu un premier match en fait très très compliqué contre Pau où ils n'étaient pas là dans l'agressivité, dans l'engagement. En fait, ils ont un peu oublié toutes ces valeurs. Donc, je pense que la semaine d'après a été assez studieuse et ils se sont un peu rassurés contre AG1 où ils font match nul 19 partout. Mais ils étaient plutôt contents du visage affiché dans les secteurs du combat et de l'engagement. Et il devait avoir un match amical hier en fait contre l'UBB qui a été annulé à cause de la pandémie puisque il y avait un membre positif dans le staff de l'UBB. Et voilà. Ouais, oui, et donc du coup, objectif maintien, voire un peu plus si possible. On sent qu'il y a un vrai élan aussi à Bayonne avec ce projet structurel tu en parlais, de pelouse, du stade. Quel est-il exactement?
Ouais, tout à fait. Il y a un projet qui se met en place maintenant depuis 3 ans, depuis l'arrivée de la nouvelle gouvernance. Il y a un projet qui s'appelle AB Campus au niveau d'un grand centre d'entraînement qui devrait voir le jour d'ici peu. Les travaux devraient commencer en 2021. Ça a pris un petit peu de retard par rapport au Covid-19, mais c'est dans les clous. Ensuite, il y a une nouvelle pelouse hybride qui est en train d'être posée actuellement à Jean Daugé. Cette pelouse hybride, elle doit amener un spectacle un peu plus intéressant puisque on est au Pays Basque, il pleut très très souvent. Et en hiver, c'est compliqué des fois d'avoir du beau rugby. Ensuite, ils vont aussi construire une nouvelle tribune. En fait, ils vont détruire l'ancienne tribune de face, celle qu'ils appellent la tribune de face, pour la rapprocher du terrain et offrir une plus grande capacité. Donc, il y a pas mal de projets qui se mettent en boîte actuellement à l'Aviron. Et c'est pour du long terme, comme on parlait tout à l'heure. C'est ça, ça rentre dans cette dynamique un petit peu au final de rentrer dans le top 6, et tout a une logique quelque part. C'est ça, donc, mais c'est un top 6 que les Bayonnais aimeraient atteindre d'ici 3 ou 4 ans, comme disait le président Tayeb, à condition que le budget suive à côté. Et ce budget ne pourrait suivre que si tous les projets partent de bon pied. D'accord, très bien. On passe à la dernière catégorie. On s'engage. Tu as livré un classement à laquelle tu vois finir ces Bayonnais, ces ambitieux Bayonnais. Alors, la petite question un peu compliquée. Les Bayonnais seront attendus cette année. Ils n'auront pas l'effet surprise. Il n'y aura pas non plus de Coupe du Monde. Enfin, tout le monde sait que les Bayonnais, maintenant, ils sont là. Il y aura quand même des matchs internationaux Il y aura normalement. des matchs internationaux, forcément. Mais ils auront moins cet effet de surprise qu'ils ont pu avoir l'an dernier. Eux disent qu'ils veulent bien figurer. Du coup, le président Taïb avait parlé du top 6 dans 3 ou 4 ans. Je pense que la saison va être compliquée. En plus, on a l'incertitude aussi de la pandémie actuelle. On ne sait pas comment vont se Évidemment. passer les matchs, si les matchs sont annulés, reportés ou quoi que ce soit. Je les vois bien finir entre la 10e et 11e place, peut-être. Pourquoi pas, au niveau de cette place-là. Est-ce que tu serais d'accord quand même pour dire que sur le papier, et purement sur le papier, et on l'a vu d'ailleurs des équipes comme le Stade français ou Pau qui étaient bien armées se retrouvent à jouer maintien, mais sur le papier, est-ce que ces Bayonnais, c'est un peu l'équipe la moins sexy du championnat avec Agen? Euh, Certains peuvent penser ça parce qu'il n'y a pas de nom un peu de star, comme tu disais tout à l'heure. C'est par rapport à ça que tu Oui, dis. bien sûr, bien sûr. Ouais, certains peuvent le penser. Après, il n'y a peut-être pas des noms sexy, mais je sais que les joueurs présents quand même sont quand même des bons joueurs de top 14. Ils ont prouvé l'an dernier quand même, puisque personne ne les attendait ici, puis ils ont fini 9e, même si la saison était quand même particulière, puisqu'elle a été tronquée selon plusieurs points. Il y a des jeunes qui montent, qui sont bons, donc je pense que même s'ils n'ont peut-être pas l'équipe la plus sexy, je pense qu'ils ont des sérieux atouts à faire valoir dans ce championnat. D'accord, très bien. C'est fini pour cet épisode, du coup, merci de l'avoir fait avec moi, Pablo. On vous Avec donne plaisir. rendez-vous demain, et l'indice pour découvrir de qui il s'agira, cet indice, c'est Clan Ecli. Voilà, à vous de nous dire à quelle équipe du top 14 ça vous fait penser. Merci de nous suivre encore tous les jours, et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.